Bien, ce clip vidéo, finalement, l'objectif, c'était de laisser nos clients d'abord parler de ce que nous avons fait avec eux. Et je voudrais peut-être reprendre quelques-uns des verbatims. Nous les trouvons extrêmement intéressants. Nous avons par exemple ici Pierre Génie, chez Volvo, directeur d'usine. Avec le CEE, on revient au fondement du management, on remet l'homme au centre. Finalement, c'est la seule et unique chose sur laquelle nous, dirigeants, on doit travailler. Et derrière, la performance suit. Un autre, Myriam Ryan, qui est directrice de programme chez Rolls-Royce Turbomeca. Ce que j'avais comme problème en face de moi, c'était essentiellement un problème de comportement humain. Ce que j'ai fait avec le CE, c'était de donner une priorité d'abord au fonctionnement des équipes. Un troisième, enfin, Jean-François Marguet, PDG chez Deal Metering France. Le CE nous a permis de faire éclater ce qu'il y avait de germe dans l'entreprise. Je suis bien dans l'entreprise, j'ai de l'importance pour mon chef, on me fait confiance. Ça, c'est un ressort essentiel à mon sens pour la performance de l'entreprise. Finalement, s'il fallait résumer la démarche CE en quelques lignes, il s'agit d'accompagner le dirigeant dans sa volonté de transformer l'entreprise pour satisfaire le client de façon pérenne par la qualité de la ligne managériale au service des collaborateurs et ainsi favoriser l'unité et la performance de l'entreprise. Voilà, pour nous, ce qualité de la ligne managériale, c'est la clé. Le management, c'est notre cœur de métier. Finalement, si on devait parler de notre conviction, notre passion, unir au service du bien commun, ce que nous avons indiqué sous nos logos, c'est parce que nous croyons que ces dirigeants ont raison d'accorder leur confiance aux équipes et à leurs chefs. Et nous nous engageons avec passion à leur côté pour qu'ils réalisent leurs projets. C'est ce que nous faisons depuis 60 ans. Pour ma part, c'est ce que je fais depuis 10 ans et je trouve que c'est absolument passionnant. Alors, dans ce cadre-là, finalement, on pourrait dire que la mission du patron, c'est de mettre en place ou de restaurer un écosystème sain et de le conforter sur la durée. Un écosystème sain, on le définit comme quelque chose qui favorise un environnement de travail, qui favorise la responsabilisation des collaborateurs. C'est un environnement dans lequel les collaborateurs savent, peuvent et veulent s'y investir et développer leur potentiel parce qu'ils ont compris qu'ils ont intérêt à bien faire ce que l'entreprise attend d'eux. C'est vraiment ça la clé. Alors, c'est un processus, cette démarche, en 4 étapes. 4 étapes sur la durée. La première, ça va être d'accompagner le patron, de l'aider à prendre conscience des dysfonctionnements dans l'entreprise. Donc, identifier les dysfonctionnements par des faits au cours de visites gratuites et d'entretiens avec les acteurs, d'accepter la responsabilité en tant que premier de cordée. C'est vraiment très important. S'il décide d'aller simplement former certains de ses managers, ça ne suffira pas. Il faut vraiment que ça commence par lui, c'est-à-dire qu'il décide de traiter le sujet lui-même avec son équipe de direction pour montrer l'exemple. L'escalier se balaye par le haut. Alors, les dysfonctionnements, comment est-ce qu'on les identifie? Alors, on va l'aider par un inventaire qu'on appelle l'inventaire CEE, 30 questions pour révéler ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, en pleine crise de confinement et de déconfinement, de façon très conjoncturelle, les 3 premières questions, ça va être cette crise remet-elle en question notre raison d'être, l'offre à nos clients, la vision, la stratégie, la structure et l'organisation de l'entreprise? Prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer avec cette crise. La deuxième question, c'est donc, est-ce que cette crise remet aussi en question, du coup, la mission de nos managers, la cohésion et le fonctionnement des équipes, avec le télétravail, avec l'abnégation et la collaboration des uns et des autres? Il y a dû y avoir beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis la troisième question, est-ce que nos cadres dirigeants ignorent encore nos 3-4 priorités pour réussir le déconfinement? Et qu'en est-il des managers et qu'en est-il des collaborateurs? À partir de là, les autres 27 questions sont d'ordre plutôt structurel et donc elles ont attrait à l'information, la circulation de l'information, l'organisation du travail, la responsabilisation des collaborateurs,
la prise en compte des collaborateurs et la gestion du temps des managers. Et ça va permettre donc un diagnostic, ça va permettre aux dirigeants et à son équipe de direction déjà de se poser les bonnes questions et de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements. Je précise aussi qu'il n'y aura pas que les dysfonctionnements, il y aura aussi les choses qui se passent bien, mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. Alors, une fois que cette étape a été réalisée, la deuxième étape pour le patron, avec l'aide du CE, ça va être de mettre en place un environnement de travail qui va éliminer ces dysfonctionnements par une suite de séminaires ad hoc. Le premier des séminaires étant le séminaire où il va animer le CODIR, son CODIR ou son COMEX, pour s'approprier les principes fondamentaux du management et définir les règles du jeu de l'entreprise. Et puis ensuite, il y aura des séminaires qui vont permettre d'affiner et de rendre ces règles du jeu explicites en impliquant les équipes dans tous les secteurs de l'entreprise, donc toutes les équipes jusqu'au manager de terrain. Alors, quels sont ces fameux principes fondamentaux du management, d'où vont dériver les règles du jeu? Eh bien, on en voit 5. On en voit 5. Lorsqu'il y a un groupe de personnes missionnées en tant qu'équipe pour accomplir donc une mission avec un chef, hein, ici cette jeune femme qui va avoir donc cette mission spécifique, eh bien, on constate que finalement, la mission du chef, la mission du manager va être en premier d'établir un écosystème sain. Et cet écosystème, il va reposer sur 3 piliers. Le premier des piliers, pour que l'équipe fonctionne et soit performante, ça va être le parler vrai. Ça va être la communication. Il faut que le manager s'assure que chaque collaborateur est en confiance par rapport à elle, que chaque collaborateur a compris qu'il peut tout dire, les bonnes et les mauvaises nouvelles, qu'il ne doit pas y avoir de non-dit, qu'il ne doit pas y avoir d'amertume. Ce qui est vrai d'ailleurs avec le chef doit l'être aussi entre les collaborateurs et ça doit être aussi vrai d'ailleurs entre les équipes, hein, que les équipes fonctionnent en coopération et non pas en silo. Donc tout ça, c'est une affaire de cohésion. Le deuxième des piliers, ça va être le but commun, donner du sens au travail. Là encore, le manager va décliner le sens tel qu'il est défini au niveau de la direction. Et si, de façon très synthétique, il s'agit de satisfaire le client sur la durée, on ne va pas oublier les parties prenantes, qui sont les salariés eux-mêmes, les financeurs, les fournisseurs, la collectivité. Et surtout, on va définir des priorités. Quelques priorités. À gauche, vous avez toutes ces flèches là qui vont dans tous les sens, où finalement les personnes travaillent dans tous les sens. À droite, ce qu'on propose, c'est de s'aligner sur quelques priorités et donc de savoir laisser de côté intentionnellement les sujets qui sont certes importants, mais qui ne sont peut-être pas prioritaires. Et du coup, de décliner ça sous la forme d'objectifs clairs pour les collaborateurs, des objectifs qui peuvent évoluer au cours de l'année, qui ne doivent pas être figés pour que les personnes puissent effectivement à chaque fois se référer aux objectifs tels qu'ils apparaissent sur le moment. Et puis, une fois que donc, les objectifs sont clairs, qu'on sait où on va et qu'on sait pourquoi on y va, il faut aussi que le manager puisse donc mettre les personnes en situation d'apporter leur contribution. Pour cela, définir une mission claire, sans ambiguïté pour chaque collaborateur, avec un périmètre, et puis avec une délégation complète sur ce périmètre, c'est-à-dire avoir des moyens adaptés à la mission et d'avoir une marge de manœuvre. Voilà. Et puis au niveau de l'entité, qu'il n'y ait ni trou ni chevauchement de responsabilité. Il est clair que quand vous avez plusieurs collaborateurs qui travaillent sans savoir sur le même sujet, on peut imaginer que lorsqu'ils le découvrent, ça laisse des traces, ça laisse des amertumes. À partir de là, lorsque ces 3 piliers sont effectivement en place, eh bien, mécaniquement, chaque collaborateur se trouve en confiance. Et à partir du moment où il est en confiance,
il retrouve de la motivation. La motivation n'a pas besoin de lui être imposée, c'est une motivation qui vient de l'intérieur. Eh bien, cette motivation est restaurée. Il a un intérêt particulier à bien faire ce que l'entreprise attend de lui. Et donc, tout naturellement, il va vouloir progresser, prendre des initiatives, apprendre au quotidien, réaliser ses objectifs. Il sait qu'il peut en parler, il sait où il va et il sait ce qu'il doit faire. Finalement, on pourrait dire que le cinquième principe est à l'origine de tous les autres, puisque c'est de rappeler aux managers, aux chefs de chaque équipe, que leur mission principale, c'est de gouverner les hommes plutôt que de gérer les sujets. Voilà, la mission principale, la mission première du manager, ça va donc être d'assurer la cohésion et la cohérence de l'équipe et ensuite des équipes entre elles. Adhérer à la politique de l'entreprise, montrer l'exemple, entraîner et accompagner les personnes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par le comité de direction? C'est parce que à l'intérieur de ce comité, tous les membres sont eux-mêmes des chefs, sont eux-mêmes des responsables d'entités, et donc ils vont comprendre qu'il s'agit maintenant de distiller cet environnement sain qui repose sur ces trois piliers, ce triangle, finalement, ce triangle cet écosystème, de le distiller à travers toute l'entreprise, de proche en proche, jusqu'au manager de terrain. Voilà. Une fois que donc on s'est approprié ces principes fondamentaux et qu'on a défini des règles du jeu, on verra un petit peu plus loin des exemples de cela, le patron va conforter cet écosystème sur la durée en laissant donc les hommes construire les murs porteurs. Donc les murs porteurs, quelques exemples, la charte du bon dialogue, on en verra un exemple tout à l'heure, les accords interservices, l'institution de rituels réguliers et périodiques. Par exemple, les bilates, ces entretiens périodiques que le chef fait avec son collaborateur dans chacune des équipes. Les tours d'équipe, les conduites de codir, les visites gratuites, etc. Un certain nombre de murs porteurs qui vont permettre de continuer sur cette culture d'entreprise sur la durée. Alors, je prends un exemple de la charte du bon dialogue. On a une entreprise comme ça qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a fait travailler l'intelligence collective là-dessus, et ils ont décidé de structurer cette charte avec d'un côté ce que nous aimons lorsque nous entrons dans un dialogue et ce que nous ne supportons pas ou plus. Et à l'intérieur, donc, ce que cela suppose de la part de chaque interlocuteur du dialogue, les conditions pour que ça se passe bien au niveau du contexte et au niveau du contenu du dialogue lui-même. Donc voilà un exemple. Cette charte est devenue un mur porteur le jour où elle était affichée dans toutes les salles des réunions et où finalement tout le monde a réussi à s'y référer, en particulier lors des dérapages. Il y a toujours des dérapages, de se donner le droit pour chacun de dire à l'autre, l'interlocuteur, là je suis désolé, mais je ne m'y retrouve pas. Ce n'était pas du tout ce qu'on avait convenu dans la charte du bon dialogue. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Là, je me sens plutôt agressé. Voilà, attendant de la part de l'interlocuteur qu'il réagisse immédiatement et qu'il reformule pour que le dialogue se passe bien. Les règles du jeu, eh bien, on a à gauche une entreprise qui en a fait 10 règles du jeu à partir de ces 5 principes, hein, le but commun, les 3 règles fondamentales, les 6 règles managériales. C'est une façon de le décliner. Une autre entreprise qui, elle, l'a fait sous la forme de ce qu'elle appelle les clés d'un management durable, avec donc des mots-clés qui sont dans un mot croisé. Voilà, c'est de l'inculturation finalement de ces principes fondamentaux au niveau de chaque entreprise. Une fois que c'est fait, on passe à la 4e étape de la mission du patron qui va être de s'assurer de faire de chaque manager le patron de son périmètre par des formations spécifiques. Alors évidemment, dès la prise de poste, hein, donc c'est une formation sur prendre le poste, sur mieux se connaître soi-même déjà,
sur recruter, comment déléguer, comment organiser, structurer l'équipe. Et puis aussi, bien sûr, sur la conduite des entretiens, comment conduire l'entretien annuel, comment conduire la bilate pour reconnaître, pour recadrer, pour donner du feedback, etc. Voilà quelques exemples de formations que l'on donne à ce moment-là à chacun des managers pour s'assurer qu'ils sont tout à fait dans l'esprit de l'entreprise, dans la culture de l'entreprise, avec ses mots-clés et avec ses règles du jeu. Voilà, donc cette démarche, je viens d'en faire le tour. Je serais ravi maintenant de prendre vos questions et puis de voir quelles vont être les prochaines étapes ensemble si vous voulez nous accorder votre confiance.